Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui d'habitude est traité pour autre chose, c'est le lac Titicaca. En général, le lac Titicaca, on en parle pourquoi? On en parle par rapport au tourisme du lac Titicaca sur l'Altiplano, Pérou, Bolivie, Machu Picchu, qui constitue une zone de tourisme parmi les plus populaires de la planète. Le lac Titicaca, on en parle aussi pour ces îles flottantes, ces îles artificielles qui sont fabriquées d'amas de tourbes mélangés avec des roseaux qui créent l'artificialité de ces îles sur lesquelles vivent les autochtones. D'ailleurs, pour ceux qui veulent y aller un jour, sachez que les îles flottantes, elles sont dans la zone de la ville de Puno. Même si c'est dans un futur encore un petit peu lointain, sachez qu'en octobre 2018, je vais organiser un voyage au Pérou et en Bolivie, au même titre que les voyages que j'organise chaque année plusieurs fois par an en Égypte. Et bien en octobre 2018, je vais emmener un groupe. Si vous voulez participer, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou à demander des informations supplémentaires. On va partir découvrir le lac Titicaca, Tiwanaku, Pumapunku, mais pas que ça, il y aura aussi le Machu Picchu, Sacsayhuaman, Ollantaytambo, les musées, les crânes allongés, évidemment Cusco, la vallée sacrée. Tout ça, ce sera au programme. Je voulais simplement maintenant planter une petite graine pour que tout le monde sache qu'il y aura effectivement un voyage, car je sais qu'il y a beaucoup de gens qui désirent énormément se rendre en Amérique du Sud. Sachez qu'en octobre 2018, ce sera possible. Toujours est-il qu'aujourd'hui, je vais parler du lac Titicaca, mais pas pour ça. Je vais en parler parce que ce lac est une sorte de bible géologique, et pas que le lac, aussi les environs du lac. Bible géologique qui permet de comprendre qu'un jour, le lac Titicaca n'était pas du tout ce à quoi il ressemble aujourd'hui. Et on va voir en détail quels sont les éléments qui nous permettent d'affirmer ça. Le lac Titicaca est situé pile entre le Pérou à l'ouest et la Bolivie à l'est. Le lac Titicaca, il est situé sur ce qu'on appelle l'altiplano. L'altiplano, ça veut dire en espagnol la plaine d'altitude. Et derrière le plateau tibétain, c'est la plaine la plus haute du monde. L'altiplano en général, il s'étend sur plusieurs pays. Donc on a vu qu'il y avait le Pérou, la Bolivie, mais il y a aussi l'Argentine et le Chili. L'altitude moyenne de l'altiplano est de 3300 mètres, ce qui est un petit peu moins que le plateau tibétain, mais ça n'enlève rien au fait que cette région soit absolument extraordinaire. Le lac Titicaca, lui, il est situé un peu plus haut que la moyenne de l'altiplano. Le lac Titicaca est situé à 3800 mètres d'altitude. Et il couvre en tout une superficie proche de 7000 km², avec des dimensions de 220 km sur 110. En termes de profondeur, par certains endroits, il dépasse les 300 mètres. Mais aujourd'hui, tous ensemble, j'aimerais qu'on aborde certains éléments liés au lac Titicaca qui sont un petit peu méconnus et qui constituent des interrogations légitimes qu'on peut se poser par rapport au lac Titicaca. Pour commencer, c'est que le lac Titicaca, même s'il est situé à 3800 mètres d'altitude, 3812 pour être plus précis, c'est une région qui est parsemée de coquillages fossilisés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette grande zone de l'altiplano où se trouve le lac Titicaca, un jour, devait être une mer. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être, un jour, l'ensemble de toute cette zone, l'altiplano, a été bouleversé à l'occasion de bouleversements géologiques qui auraient été à la formation de l'Amérique du Sud tout entière. Il y aurait eu par conséquent dans ces lieux des quantités phénoménales d'eau via des océans, ainsi que des animaux marins qui se seraient alors retrouvés, entre guillemets, au piège prisonniers de cette cordillère des Andes. Cette information, on la retrouve dans plusieurs ouvrages. Il y a le premier de M. Poznanski. Ce livre, il date de 1957 et il s'appelle Tiwanaku, The Cradle of American Men, qui veut dire Tiwanaku. Donc ça, c'est un site bolivien où d'ailleurs on retrouve la cité de Pumapunku, sur laquelle je ferai très probablement une vidéo un jour. Donc ce livre, qui s'appelle Le berceau de l'homme américain, il en parle dedans. Il y a aussi une autre personne qui s'appelle M. Ellison, qui a écrit un livre qui s'appelle La géologie de la cordillère des Andes et de l'altiplano. Une troisième personne parle de la même chose. Donc là, on est dans le même courant de pensée qui est partagé par différentes personnes. La troisième, c'est un auteur qui s'appelle Velikovsky, qui a écrit un livre qui date de 1977 et qui s'appelle Earth in Upheaval. Upheaval, c'est un mot un petit peu méconnu en anglais qui veut tout simplement dire bouleversement. Et je vais prendre ce dernier auteur pour donner une citation qui va venir un petit peu appuyer ce dont on vient de parler. Donc je vais le citer. À la page 77 de son livre, il écrit « Une étude de la topographie des Andes et de la faune du lac Titicaca, ainsi qu'une analyse chimique des eaux du lac,
et d'autres lacs du même plateau ont établi que l'altiplano se trouvait jadis au niveau de la mer, 3800 mètres plus bas qu'aujourd'hui, et que ces lacs sont les vestiges d'un golfe. À une certaine époque du passé, l'ensemble de l'altiplano, avec ces lacs, surgit du fond de l'océan. Donc le bouleversement, le soulèvement de la Terre jusqu'à 4000 mètres d'altitude, c'est quelque chose qui est très difficilement concevable, mais qui n'en reste pas moins une option et une piste de réflexion tout à fait viable. Un autre élément vraiment révélateur et qui est peut-être beaucoup plus facile à concevoir pour vous et moi, c'est que dans le lac Titicaca, bien qu'il soit situé à plusieurs centaines de kilomètres de l'océan Pacifique, les poissons et les crustacés qui sont trouvés dans le lac Titicaca et qui sont remontés par les filets des pêcheurs, en grande majorité, ces poissons et crustacés appartiennent à des espèces océaniques et non pas du tout des espèces que l'on devrait retrouver dans des lacs. Parmi ces espèces, peut-être les plus surprenantes, qui sont remontées à la surface, ce sont des hippocampes. Et l'auteur Poznański, que je citais un petit peu avant, dit que les diverses espèces et autres spécimens de la faune marine du lac Titicaca montrent de façon évidente que ce lac a été autrefois beaucoup plus salé qu'il ne l'est aujourd'hui. Enfin, plus salé. En tout cas, que ses eaux d'origine étaient marines et qu'ensuite elles ont été emprisonnées dans les Andes lorsque le continent s'est soulevé. Ce soulèvement qu'on mentionnait il y a quelques instants. Donc plus qu'un lac, on est vraiment face à une mer intérieure. Il y a quelques instants, on parlait de bouleversement. Et c'est vrai que ce n'est pas que la géologie qui a connu des bouleversements énormes dans cette zone. La superficie du lac, par exemple, semble avoir considérablement varié au fil des siècles et des millénaires. Ça, c'est quelque chose qu'on peut déduire. Lorsqu'on est dans la zone du lac Titicaca, on se rend compte qu'une certaine partie du rivage qui est visible n'est pas horizontale. Et quand on regarde d'un petit peu plus près, ou en tout cas qu'on fait un peu attention à ce qu'on regarde, on se rend compte que ce rivage penche du nord au sud. Ce rivage, en son point le plus septentrional, c'est-à-dire le plus au nord, il est relevé de 88 mètres au-dessus du niveau du lac. Et à mesure qu'on descende vers le sud, ce rivage aussi, comme je le disais, il n'est pas horizontal, il est penché et il va descendre, jusqu'à ce qu'il arrive à son niveau le plus bas, situé à 82 mètres en dessous du niveau actuel des eaux. Donc sur une distance de seulement 60 km, ce rivage, il connaît une amplitude d'altitude de 170 mètres. Donc ça, c'est une constatation qui font dire aux géologues que l'altiplano se soulève peut-être encore. Il ne se soulève pas de manière uniforme ou brusque, mais tout simplement, il se soulève de manière progressive. Ce processus de soulèvement, ou en tout cas d'évolution géologique, il ne s'explique pas nécessairement par le changement du niveau des eaux du lac Titicaca, mais plutôt par des modifications lentes, continues, du niveau de l'ensemble de la région. Ces informations, on les retrouve essentiellement dans un livre écrit par H.S. Bellamy, qui date de 1943 et qui s'appelle « Built Before the Flood, The Problem of the Tiwanaku Ruins ». En français, ça veut donc dire « Construit avant le déluge, le problème des ruines de Tiwanaku ». Tiwanaku, où on retrouve Pumapunku, est d'ailleurs un endroit qui va nous permettre d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion. Concernant Tiwanaku, il y a un fait irréfutable. Tiwanaku était à l'époque un port situé sur le rivage du lac Titicaca. Le seul problème, c'est que Tiwanaku, ça n'est pas sur le bord du lac Titicaca. Tiwanaku, les ruines de Tiwanaku, de Pumapunku et de toute cette zone, aujourd'hui, elles sont situées à près de 20 km au sud du lac. Non seulement ça, mais aussi elles sont situées à 30 mètres d'altitude, plus hautes que les côtes actuelles du lac. Donc que s'est-il passé depuis la construction de Tiwanaku ? Il y a deux possibilités. La première, c'est que les eaux du lac se soient considérablement baissées. La deuxième manière de potentiellement expliquer pourquoi Tiwanaku aujourd'hui n'est plus sur le rivage du lac Titicaca, c'est que le terrain sur lequel se dresse la cité de Tiwanaku s'est depuis surélevé. Et là, on revient sur ce qu'on disait un petit peu avant, qui était mentionné notamment par Poznański. Mais aujourd'hui, que ce soit l'une ou l'autre explication qu'on décide de retenir, ce qui est absolument incontestable, c'est qu'il y a eu des bouleversements géologiques massifs dans toute cette zone du lac Titicaca. Mais attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Tous ces bouleversements, tous ces changements géologiques ne se sont pas déroulés obligatoirement
entre une ancienne civilisation antédiluvienne et notre civilisation actuelle. Il y a deux choses qu'il faut vraiment considérer de manière distincte. La première, c'est le bouleversement géologique, qui lui se passe à l'échelle géologique. Et l'échelle géologique, ce sont des millions et des millions d'années. Donc a fortiori, un potentiel soulèvement de l'altiplano depuis le fond des océans, quand bien même il aurait pu se dérouler, ça se serait déroulé, bien sûr, avant l'apparition de l'homme. Par contre, il y a d'autres événements et bouleversements qui ne sont pas aussi anciens et qui sont certainement survenus après la construction de la cité de Tiwanaku. La question maintenant qu'on peut se poser, c'est quand est-ce que Tiwanaku a été construit ? Tiwanaku et d'ailleurs tout ce qui concerne l'Amérique du Sud, ça répond à des dates qui sont données de manière conventionnelle par l'histoire et les historiens académiques, à des dates très très proches d'aujourd'hui. Par exemple pour Tiwanaku, quasiment jamais de datation n'est donnée avant l'an 500 de notre ère. Donc ça veut dire que Tiwanaku, au plus, serait vieux de 1500 ans. Je rappelle que dans cette zone de Tiwanaku, il y a le site de Pumapunku. Le site de Pumapunku, il a été retrouvé enseveli de plusieurs mètres de boue. Ça, c'est un autre élément que personne n'est capable d'expliquer. Et non seulement personne n'est capable d'expliquer, mais surtout on ne l'explique pas parce que personne ne le mentionne. Quand les historiens analysent et datent le site de Pumapunku, ils le lient de manière incontestable, immuable et définitive à la même date que la construction de la cité de Tiwanaku. Mais ça n'a pas de sens. Comment est-ce qu'un site à une telle altitude, aussi loin de tout cours d'eau, de tout océan, de toute mer, même si on est à une vingtaine de kilomètres au sud de lac Titicaca, comment est-ce que c'est possible que lorsqu'on a découvert Pumapunku, tout ça était enseveli de plusieurs mètres de boue ? Forcément, il y a eu une activité liée à l'eau et à un grand chamboulement, ne serait-ce que par la structure de ce qu'on retrouve à Pumapunku. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, c'est absolument incroyable de se dire que tout ça, non seulement il y a un aspect prodigieusement cataclysmique qui transpire de ce lieu, mais en plus il faut imaginer que ce lieu, il n'a jamais été visible à l'œil nu avant qu'on le découvre. Et c'est uniquement suite à sa découverte qu'on a enlevé cette espèce de boue qui est devenue terreuse et, comment dirais-je, assez épaisse pour qu'on puisse la retirer. Mais voilà, Pumapunku répond à des caractéristiques qu'on ne peut pas expliquer de par la structure actuelle de toute cette zone. Heureusement, il y a des chercheurs qui essayent de contrecarrer les théories et les datations officielles qui sont données, notamment Arthur Poznanski, dont je mentionnais certains passages de livres, qui a longtemps travaillé à l'Université de La Paz, mais également le professeur Rolf Müller, qui, lui aussi, conteste la datation officielle de toute cette zone. Le Machu Picchu, Pumapunku, Ollantaytambo, Sacsayhuaman et tout ça. Et dans leur approche, leurs conclusions qui sont tirées retardent de plus de 13 000 ans la principale phase de construction de Tiwanaku, dont la fondation daterait d'environ 15 000 avant Jésus-Christ, donc plus de 17 000 ans. Et comme je le disais avant, Pumapunku, il y a cette espèce de feeling cataclysmique, et il est très possible que la cité, toute cette zone, ait subi de terribles destructions au cours d'une catastrophe naturelle phénoménale, aux alentours, ça c'est les dates qu'ils sont données, du 11e millénaire avant Jésus-Christ. Et que peu après, les eaux du lac se seraient retirées vers le nord. Et avant de conclure, je voulais simplement vous dire que dans une prochaine vidéo, je ne sais pas encore quand je vais avoir le temps de la tourner, mais j'aimerais un petit peu m'appesantir sur les recherches et les découvertes de ces deux professeurs, Poznanski et Müller, parce que leurs découvertes, elles suggèrent que la grande cité de Tiwanaku aurait connu son apogée pendant la dernière période glaciaire. Et ça, c'est un élément qui nous intéresse énormément, non seulement en termes d'Amérique du Sud, mais aussi en termes d'Égypte et d'égyptologie. Ça nous intéresse aussi également par rapport à la théorie et en tout cas l'hypothèse, parce qu'une théorie doit être démontrée, mais en tout cas l'hypothèse qui concerne l'Atlantide. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont très intéressantes et je vais m'attarder un petit peu plus en détail sur ce qu'ils ont trouvé, comment ils l'ont trouvé et comment est-ce qu'ils ont tiré les conclusions de ces découvertes. Donc d'après ces deux professeurs, ainsi que les autres éléments qu'on a abordés ensemble aujourd'hui, on peut penser qu'un jour, le lac Titicaca, Tiwanaku, Pumapunku, toute cette zone ne ressemblait pas du tout ce à quoi elle ressemble aujourd'hui. Et ce qui est très intéressant, c'est que la géologie du lac Titicaca peut être mise en lien par rapport à la géologie qu'on retrouve sur le Sphinx. Il est absolument certain que je ferai une vidéo dans le futur par rapport au Sphinx et je vais vous en donner quelques petits éléments et vous allez voir en quoi c'est lié avec tout ce qu'on vient d'aborder sur le lac Titicaca. Le Sphinx, ici, il est entouré tout simplement d'une enceinte en calcaire. Enceinte en calcaire sur laquelle on retrouve des traces d'érosion verticale qui sont obligatoirement dues à l'eau.
à de très fortes précipitations qui se seraient succédées pendant des centaines, voire des milliers d'années. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, il ne pleut pas, il ne pleut plus en Égypte. Donc, ces traces d'érosion datent d'une période beaucoup plus tempérée à laquelle il y avait de très nombreuses précipitations. Et quand on remonte l'échelle du climat, on se rend compte qu'on retombe dans une période qui coïncide à peu près à celle du lac Titicaca et des chamboulements qui sont intervenus à l'époque. -10, -12, -15 avant Jésus-Christ. C'est pour ça que ces deux sites, lorsqu'ils révèlent entre guillemets les secrets de la Bible géologique que constitue leur environnement, eh bien on retombe sur une chronologie qui semble identique. Et c'est pour ça que ça nous intéresse, parce que ça permet d'avancer dans cette recherche de civilisation disparue, de cette ancienne civilisation avancée qui a peuplé ces endroits et qui a été à l'origine de tous ces lieux absolument mystérieux. Je vous remercie tous pour votre attention une fois de plus. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire, à vous abonner à la chaîne, à la partager sur les réseaux sociaux. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!